Merci pour votre intérêt pour les mers. Vous savez donc que cette année, le cycle de conférences a eu comme thème général les grands fonds marins, territoire particulièrement inconnu de l'homme et pourtant territoire plein de richesses, pas seulement pétrolières, de recherche en biodiversité, ressources génétiques. Donc tout au long de cette année, nous avons eu la chance d'accueillir des conférenciers extrêmement intéressants. Le mois prochain, donc au mois de novembre, nous allons accueillir la Connex, qui est donc cette société créée par M. Deleuze qui explore les fonds sous-marins avec des sous-marins, et notamment sa fille, Michel Fructus, qui a repris la direction de cette belle société. Enfin, aujourd'hui, nous allons parler de la recherche sismique. Et nous avons la chance d'avoir le directeur général d'une des plus grandes sociétés, peut-être le leader mondial dans ce domaine, CGG Veritas, donc au niveau de la recherche sismique. Alors, quelquefois, ce bel amphithéâtre est plus habitué à accueillir des scientifiques, des explorateurs, voire depuis quelque temps des politiques ou des défenseurs de l'environnement. Et là, nous accueillons une société, et une société qui recherche du pétrole. Alors, je vous cite ça parce qu'un certain nombre de personnes m'ont envoyé des messages. Je vais en prendre un et puis en lire un petit bout. Bonjour. En cette période de basculement inévitable vers des énergies plus propres que le tout pétrole, comment l'Institut océanographique peut-elle proposer une conférence totalement à l'opposé de ce que nous devons tous faire pour éviter une nouvelle catastrophe? Désolé, mais je ne viendrai pas. Voilà, alors j'ai essayé, je ne vais pas citer la personne, mais nous avons essayé de lui répondre pourquoi. On accueillait M. Malcor et de la convaincre de venir malgré tout. Alors, si la personne est là, vraiment, je la remercie d'être là. Alors, pourquoi nous accueillons M. Malcor aujourd'hui? C'est parce que cet amphithéâtre et l'Institut océanographique, nous pensons qu'avant toute chose, il faut connaître. Il faut être curieux, il faut faire de la recherche scientifique, il faut apprendre et il faut connaître les choses. Et se mettre la tête dans le sable, refuser de discuter avec des entreprises, parce que c'est des entreprises qui ont pour but de faire du profit, je ne pense pas que ce soit la bonne façon de travailler pour les océans, pour mieux les comprendre et pour mieux les protéger. Donc la première raison, c'est une raison philosophique, c'est une raison dans la droite ligne des valeurs du prince Albert Ier qui a construit ce bâtiment et qui l'a offert à la Fondation, à l'Institut océanographique, qui est qu'à partir du moment où quelqu'un est honnête, et je me porte garant de l'honnêteté de M. Malcor et de sa bonne foi, nous l'accueillons, nous l'écoutons et nous essayons de comprendre ce qu'il a à nous apprendre. La seconde raison qui est plus prosaïque, c'est que l'humanité qui grandit, 4 milliards de personnes dans les années 70, nous avons atteint 7 milliards de personnes il y a quelques jours. Les prévisions démographiques sont inéluctables. Nous atteindrons plus de 9 milliards de personnes dans quelques décennies. Et en plus, c'est des personnes, c'est compréhensible et c'est une bonne chose, qui consomment plus de protéines, donc de poissons, qui consomment plus d'énergie. Donc aujourd'hui, et M. Malcor nous expliquera, c'est encore beaucoup de pétrole. Et donc le fait que l'humanité se tournera inexorablement vers les océans pour trouver des ressources,
des ressources alimentaires, des ressources de biodiversité, des ressources génétiques, des ressources minières. C'est un phénomène et c'est un mouvement inexorable. Personne ne peut le changer. Donc, après, il y a deux façons de le faire. Soit on considère les océans comme quelque chose d'infini, c'est le Far West, il n'y a pas de règles, et le premier arrivé avec les plus gros bateaux, les moyens les plus importants se sert et prend ce qui l'intéresse, et on verra ce qui reste pour les autres. Ça, ce serait la catastrophe. Ou alors, les différents États, l'humanité, arrivent à mettre en place un système de gouvernance des océans. Hier, dans la journée, à Monaco, le président du conseil d'administration de l'Institut océanographique, M. Michel Petit, était présent. Nous avons organisé, avec la Marine nationale française, un colloque, une conférence sur la gouvernance des océans, qui plaidait sur le fait que les océans sont pleins de ressources. Ces ressources sont indispensables à l'humanité, mais si on veut faire un bon job, il est indispensable de mettre en place des règles de gouvernance, de droit, d'appliquer la convention du droit de la mer, dite de convention de Montego Bay de 1982 pour les spécialistes, mais ce n'est pas le sujet. Donc voilà, la seconde raison, c'est quand même d'essayer de comprendre, parce que le pétrole, on en a besoin. Et si on n'en trouve pas, il y aura des tensions économiques, il y aura peut-être des guerres, on en parlait, pour le peu de pétrole qui reste. Donc, essayez d'en trouver de la façon la plus correcte et durable possible. C'est tout à fait louable, et c'est, je crois, ce qu'essaye de faire CGG Veritas. Alors, CGG Veritas, il va en présenter un petit peu, mais d'habitude, si on reçoit des scientifiques, on dit 200 publications dans des journaux contrôlés par des pairs. Donc là, on donnera d'autres chiffres, 7000 employés, 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, et j'espère qu'il nous en parlera. J'ai lu dans la presse qu'il venait de racheter la division géosciences de Fugro pour la bagatelle d'1,2 milliard d'euros. Donc, pour ceux qui sont des chercheurs scientifiques dans la salle, vous voyez des chiffres dont on n'a pas l'habitude. Tout ça, il y a un homme qui dirige, c'est monsieur Jean-Georges Malcor. Et ce soir, il nous fait le plaisir et l'honneur d'être avec nous. Alors, Jean-Georges Malcor, il est d'usage de présenter un peu le conférencier. Je ne vais pas le présenter trop longtemps parce que sinon ça prendrait beaucoup de temps. En fait, c'est un scientifique à l'origine. Il est diplômé de l'école centrale. Il a un doctorat de sciences des matières. Mais c'est un scientifique qui a fait sa carrière dans l'entreprise et en particulier chez Thales, où il a eu à peu près toutes les positions jusqu'au plus haut niveau. Pour votre information, il a travaillé dans de nombreux pays dans le monde et en particulier, il a passé plus d'une dizaine d'années en Australie, où il a dirigé différentes sociétés, mais en particulier, il a piloté la privatisation de l'industrie de défense australienne, une société qui s'appelle ADI, Australian Defence Industry. Il travaillait dans un site enchanteur de Woolloomooloo, à 2 pas de l'opéra de Sydney. Et puis, il est rentré en France, il a piloté la division navale, puis la division aéronavale de Thales, et puis CGG Veritas a eu besoin d'un directeur général et l'a appelé il y a 2 ans à peu près. Voilà. Merci Jean-Georges d'être avec nous ce soir et je te passe la parole. Merci beaucoup Robert. Merci de cette introduction et laissez-moi vous dire que je suis particulièrement ravi d'être là ce soir parmi vous. Au moins à 2 titres. D'abord, la passion de partager avec vous ce qu'est mon métier et donc peut-être avoir l'espoir que quand vous partirez à la fin de cette conférence, vous puissiez parler autour de vous de ce qu'est la sismique et de nos enjeux. Vous verrez que c'est un métier passionnant. Et puis deuxièmement, pour le plaisir également de faire cette conférence devant un public beaucoup plus large que habituellement, je dirais, l'audience professionnelle que l'on a en face de nous. Donc, je suis vraiment ravi de ces 2 points et ce que je souhaiterais surtout, c'est qu'au-delà de la présentation que je vais faire, j'essaierai d'être aussi didactique que possible puisqu'on
Vous allez voir qu'on manipule quand même des concepts scientifiques un peu compliqués. Mais je souhaiterais qu'il y ait beaucoup de questions à la fin, et en tout cas, je serai très heureux d'y répondre. Et puis, s'il y a des questions auxquelles je ne peux pas répondre, je m'engage à le faire en allant chercher des réponses auprès de mes collaborateurs, qui souvent sont beaucoup plus savants que moi. Alors, ravi de vous parler de mon métier, des recherches passionnantes que l'on fait. Mais avant de parler des océans qui nous sont chers, surtout dans ce magnifique immeuble, je voudrais vous présenter rapidement nos métiers et nos enjeux. CG Veritas, entreprise de sismique, nous sommes au tout début de la chaîne de valeur de ce qu'on appelle l'exploration et la production pétrolière et gazière. En fait, tout commence par nous, parce qu'avant de décider de faire un forage, il faut d'abord savoir quelles sont les ressources. Et donc, c'est vraiment à cet endroit où nous positionnons, c'est-à-dire la capacité à imager le sous-sol, comme je vais vous le montrer dans un instant. Donc nous sommes, en étant très en amont dans la boucle, également un observateur très privilégié des grandes tendances et je dirais des grands développements technologiques qui ont lieu dans cette industrie pétrolière et gazière, ou dans le parapétrolier de manière générale d'ailleurs. Alors, notre ADN, bien, on est un des leaders mondiaux. Alors, Robert a dit le leader, c'est probablement vrai, mais je trouve c'est toujours très immodeste de parler le leader mondial, mais disons, on est parmi les leaders de l'industrie de la géophysique. Au travers de nos activités, on fournit en fait à nos clients, qui sont soit des compagnies pétrolières et gazières, soit des gouvernements, une gamme unique d'innovations, de technologies, de savoir-faire, d'équipements, qui sont tous destinés à délivrer à nos clients des images les plus précises possibles à fin d'exploration, de production ou d'optimisation des gisements existants ou à venir, donc des images des plus précises possibles du sous-sol, de ce qui se passe à 10 km en dessous, sous nos pieds. Donc nous couvrons tous les métiers des géosciences et nous y renforçons en permanence, comme l'a dit Robert, soit organiquement, soit par croissance externe, puisque nous avons annoncé très récemment, effectivement, le rachat d'un de nos concurrents. Et ce qui est quand même bien pour une société française, je devrais dire que j'aurais dû commencer par dire que CG Veritas est une société française créée en 1831. Donc vous voyez, nous sommes une vieille dame qui a su passer tous les cycles, souvent avec difficulté, et qui aujourd'hui est une société qui joue complètement au niveau international, 99% d'export, et encore le 1%, il faut le chercher. Donc on est vraiment très très lié à tout ce qui se passe autour du monde, même si dans nos 7250 employés, on emploie encore 2500 Français. Alors les défis que l'on a relevés nous amènent à ce formidable appétit pour l'innovation. Cet appétit pour l'innovation nous amène à relever des défis qui sont souvent compliqués, qui sont à la fois des défis technologiques, des défis géographiques, je vous les montrerai tout à l'heure, mais également des défis d'accessibilité et de protection de l'environnement. Donc j'essaierai de traiter l'ensemble de ces sujets dans mon exposé. Je souhaiterais, Robert, parce que l'envie me brûle, répondre un peu immédiatement au mail que tu as reçu de cet interlocuteur. Je crois que c'est une erreur d'opposer la recherche sismique ou la recherche pétrolière aux énergies nouvelles et renouvelables. Elles sont totalement complémentaires. Aujourd'hui, même avec les prises de conscience actuelles, même avec tous les programmes de développement qu'on peut avoir dans les énergies renouvelables, jusqu'en 2035, nous dépendrons encore au moins pour 50% de l'énergie pétrolière et gazière et probablement au moins de 75% des énergies fossiles. Donc, bien sûr qu'il faut s'en préoccuper, bien sûr qu'il faut mettre toute notre énergie, toute notre compétence, notre savoir-faire collectif à trouver des alternatives, mais il faut quand même bien vivre l'intérim. Et 2035, en termes de technologie, c'est à la fois éloigné, mais c'est à la fois demain. Donc il faut s'en préoccuper, mais il faut s'en préoccuper, je dirais, comme disent les Anglais, eyes wide open, en ayant pleinement conscience des responsabilités qui nous incombent et de la pierre que l'on peut amener à l'édifice. Alors, comme je vous l'ai dit, pour répondre à ces besoins énergétiques,
on est dans une phase très intéressante où l'équilibre entre la demande en hydrocarbures et la production d'hydrocarbures est en fait en faveur de la demande. Donc aujourd'hui, nous ne découvrons pas assez de nouveaux gisements pour compenser la demande actuelle et la demande telle qu'on la voit dans les années futures. Et comme je l'ai dit, cette prise de conscience est importante. Elle amène, bien entendu, en plus, je dirais, du vecteur écologiste ou environnemental, des recherches d'alternatives. En attendant, il faut que l'on puisse remplacer ces réserves. Les zones explorées sont de plus en plus complexes. La complexité dont je parle, elle est à la fois géologique, puisque, si vous voulez, ce qu'on appelle le easy oil, c'est-à-dire les gisements faciles à trouver, ont été trouvés il y a bien longtemps. Donc maintenant, on s'attaque à des zones beaucoup plus compliquées. Une complexité environnementale ou une complexité d'accès. Donc, pour répondre à ces challenges, à ces défis, nous nous positionnons dans toute la chaîne de valeur sismique. Donc, nous travaillons à la fois en exploration dans les zones pionnières. Nous travaillons également dans tout ce qui est développement de puits, mais également aussi dans la production. Je vous donne quelques chiffres que vous ne connaissez probablement pas. Aujourd'hui, dans les gisements pétroliers et gaziers existants, nous exploitons environ, mondialement, entre 33 et 35% des réserves. C'est-à-dire qu'il reste au fond entre 65 et 67% de l'énergie qu'on ne sait pas récupérer. Si je rajoute à ces chiffres que 1% de plus en moyenne sur les champs existants, une amélioration de 1% sur les champs existants équivaut environ à 2 ans de consommation annuelle. Donc vous voyez qu'on a aussi des défis à relever en termes de la production elle-même, de manière à s'assurer que la production soit plus, je dirais, plus stable, mieux faite, qu'on aille mieux chercher ce qu'il y a dans les gisements pétroliers, mais également qu'on le fasse de manière plus durable et de manière évidemment beaucoup plus éco-friendly. Vous m'entendrez probablement utiliser certains anglicismes, mais ils font totalement, intégralement partie de la profession. Alors, un petit mot sur les géosciences. Que sont les géosciences ? Bien, la meilleure manière de nous définir, c'est de dire que nous sommes des échographes du sous-sol. Pour nous, il s'agit de représenter, d'imager, de modéliser, d'interpréter des structures géologiques qui sont enfouies à plusieurs kilomètres sous terre, afin d'en explorer les ressources énergétiques potentielles. On peut d'ailleurs utiliser exactement les mêmes technologies que l'on a pour la production, enfin pour l'exploration et la production pétrolière et gazière, pour la recherche d'eau fossile ou pour la séquestration de CO2. Les principes sont assez simples. Ce sont les principes que vous voyez quand vous passez une échographie. Donc, on envoie une onde sonore, elle se propage dans le milieu marin, dans le sous-sol. On vient récupérer les ondes réfléchies par les différentes strates que l'on rencontre et, avec un traitement de données très sophistiqué, on vient reconstituer l'image du sous-sol. Généralement, on propose une image 3D, en 3 dimensions, qui nous permettent d'imager ce qu'on appelle un bloc sismique, qui est en fait une représentation, un modèle de ce qu'est le sous-sol. Alors, vous savez que le sous-sol est tout ce qu'il y a de plus anisotrope. Hein, on s'imagine un sous-sol avec un millefeuille bien rempli. Non, ce n'est pas comme ça. Le sous-sol a plein de difficultés, d'accidents, d'inclusions, qui font que les ondes ne se propagent pas de manière homogène. Et donc, la modélisation de la vitesse de propagation de l'onde est un art. Et l'interprétation que l'on fait de ces données est aussi un art. Alors, vous avez, par exemple, sur cette photo, je vous ai mis quelques photos pour illustrer. En fait, ça, c'est l'image du fond marin au large de Nova Scotia. Donc, vous voyez en rouge-orange, ça, c'est le début du plateau continental qui continue jusque dans les verts. Ensuite, on tombe dans les verts en dessous du plateau continental et on arrive dans les bleus environ à 3000 mètres.
C'est juste pour vous donner une petite idée de ce que peut être une image sous-marine, mais je vous en montrerai d'autres. Alors, pour nous, il s'agit de maîtriser toute la prise de décision, toute la chaîne de valeur pour pouvoir prendre la bonne décision. Les acquisitions de données se font soit en terrestre, généralement dans des zones assez faciles d'accès, dans les déserts, dans les grands terrains de prospection que vous connaissez probablement, que ce soit en Arabie Saoudite ou au Moyen-Orient. Mais il y en a qui sont moins connus parce qu'on fait aussi des prospections dans la jungle en Amazonie, dans les mangroves, dans les marais, dans des zones très peu accueillantes et très difficiles d'accès. Mais je ne vais pas ce soir m'appesantir sur ce point parce que je souhaiterais, compte tenu de l'environnement et de l'Institut, plutôt me parler de la prospection offshore. Dans la prospection offshore, on a un challenge très intéressant puisque là aussi, la prospection facile a été faite et on s'attaque maintenant à des défis extrêmement importants. Je veux parler par exemple de ce qui se passe dans les très grands fonds. Les très grands fonds, c'est-à-dire des fonds supérieurs à 1000 mètres, 1500 mètres, qui vont jusqu'à 3000 mètres. Et je veux parler également des structures géologiques compliquées, par exemple ce qu'on appelle le pre-salt, le pré-salifère, ou le subsalt, le sous-salifère, puisque la plupart du temps en offshore, nous rencontrons des couches de sel très importantes qui sont des écrans aux ondes sismiques, aux ondes acoustiques, et donc très difficiles à pénétrer. Mais c'est justement sous ces formations salifères que l'on trouve les plus gros gisements. Alors tout à l'heure, quelqu'un m'a posé la question où est-ce que je voyageais le plus souvent. Mais écoutez, partout dans le monde, puisque nous avons des prospections pétrolières vraiment tout autour du globe. Ça commence en Alaska, mais c'est aussi dans le golfe du Mexique. Actuellement, la partie nord du Brésil, la partie Guyane française, Suriname très active, le Brésil très actif, l'Uruguay très actif. Et puis, en face de cette partie Amérique du Sud, on a les correspondances en tectonique des plaques où on retrouve des gisements très intéressants dans toute la partie ouest de l'Afrique, la Côte d'Ivoire, le Ghana, et puis tout ce qui est Nigeria, Gabon, jusqu'en Angola, bien sûr, jusqu'en Afrique du Sud, la partie est de l'Afrique, en particulier avec le détroit, enfin le couloir du Mozambique, entre le Mozambique et le Kenya. Et puis on va trouver ensuite, évidemment, tout le Moyen-Orient avec la mer Rouge d'un côté et le Golfe de l'autre côté. Ensuite, on va se déplacer dans tout ce qui est autour de l'Inde, avec un bassin très actif actuellement, qui est le bassin du Golfe du Bengale. Et puis toute l'Asie du Sud-Est, avec une très grosse activité en Australie, en particulier sur la partie nord-ouest de l'Australie. Et puis ensuite, en remontant, eh bien, les mers de Chine, la Russie au large de Sakhaline, et puis un très gros point d'interrogation, puisque c'est je dirais une zone en devenir, qui est l'Arctique, avec des challenges très particuliers sur lesquels je reviendrai dans un moment. Alors donc il faut il faut voir sous le sous-sol, voir sous les océans, et en fait ce que l'on voit, c'est ce que l'on veut visionner, c'est ce qui était visible sur la surface de la Terre il y a des millions et des millions d'années, et ce sont des zones qui sont maintenant enfouies plusieurs kilomètres sous nos pieds. Alors les systèmes d'enregistrement sismique, là je me tourne résolument vers la mer, que l'on a développé dans les 80 dernières années, nous permettent donc d'imager la géologie du sous-sol, qui utilise des lois de la physique, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, mais surtout qui mettent en œuvre des matériels d'émission et d'enregistrement très sophistiqués, puisqu'il s'agit d'émettre des ondes sonores, de les récupérer, de les enregistrer et de les traiter. Et donc c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Alors là, vous avez un bateau sismique. On y reviendra tout à l'heure également, mais je peux vous donner un petit peu quelques tailles, puisqu'il y a des marins parmi vous. Entre 100 et 110 mètres de long, 30 mètres de large environ. Ce sont des bateaux qui opèrent entre 4,5 et 5,5 nœuds, donc très lents, mais qui sont capables de tirer ce qu'on appelle le bollard pool, pour nous, donc entre 120 et 160 tonnes,
puisqu'en fait, l'équipage sismique que je vais vous montrer dans un instant est en fait une immense ancre flottante que l'on doit tirer derrière le bateau. Donc, environ un tiers de la production pétrolière vient de l'offshore. Hein, comme je vous l'ai dit, la profondeur d'eau des forages ne cesse d'augmenter. Les découvertes qu'on a faites jusque dans les dernières années étaient typiquement entre quelques mètres et 1000 mètres. Depuis 5 ans, la plupart des découvertes en fait, sont faites entre 1000 et 3000 mètres. Le record a été aujourd'hui à 3061 mètres dans le golfe du Mexique. Et en plus de ce, si vous voulez, de ce niveau du plancher de la mer, du fond de la mer, nous imageons jusqu'à entre 10 et 12 km en dessous du fond de la mer. Donc en fait, on est capable de traverser une colonne qui fait jusqu'à 15 km. Alors les investissements sont colossaux, hein, on parle d'une centaine de milliards de dollars par an hein, sur cette prospection offshore. Et les enjeux à la fois technologiques et sécuritaires sont également très importants. Alors ce petit schéma montre en fait comment marche très schématiquement hein, l'acquisition sismique. Donc vous voyez qu'on a un émetteur qui envoie une onde sonore qui est réfléchie par d'abord le fond de l'océan, puis ensuite par les différentes strates. Et on reçoit donc l'écho de cette émission sur un récepteur que je vais vous présenter. Et donc on est capable de créer, vous le voyez juste en bas, en fait une carte sismique, alors que celle-là est très brute, c'est de la donnée brute, hein, donc totalement ininterprétable telle qu'elle. Et je vous montrerai tout à l'heure de belles images sismiques que peut-être vous saurez interpréter directement. Alors je voudrais quand même dire un mot sur l'offshore, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent dans la presse qui ne sont pas toujours exactes. L'offshore en pétrolier et en gaz, en pétrole et en gaz, a démarré environ il y a 50 ans, dans le golfe du Mexique. Il représente aujourd'hui 20% des réserves mondiales de pétrole et 25% en gaz. Et aujourd'hui, l'offshore représente à peu près 30% de la production mondiale, c'est-à-dire environ 24 millions de barils jour. Les principales zones actives en offshore sont le Moyen-Orient, 22%, eau peu profonde, pas de challenge particulier. Entre 150 et 200 mètres de profondeur maximale. L'Afrique de l'Ouest avec 20%, avec là des gisements offshore très profonds. L'Europe et la mer du Nord avec 17%. L'Amérique du Sud avec 16%, avec une grosse part au Brésil. Et le Golfe du Mexique avec 25%. Ce qui est important, c'est que les champs nouveaux, l'an dernier, les 450 champs nouveaux qui ont été découverts, l'ont été par plus de 1000 mètres d'eau. Ils représentent environ 7% de la production mondiale et c'est en très forte augmentation. Alors pour ce faire, on déploie donc des moyens sismiques d'envergure. Donc je vous ai mis ici sur la photo de gauche en haut, c'est une vue aérienne d'en fait ce qu'on appelle un spread sismique. Alors, je ne sais pas si j'ai... Oui, voilà, un petit laser, c'est parfait. Donc sur ce spread sismique, vous voyez le bateau principal, qui est le bateau amiral. C'est le bateau sur lequel on a les équipages sismiques qui vont venir faire les analyses du signal. Et puis vous voyez derrière un certain nombre de câbles qui partent avec des choses qu'on traîne derrière. Alors c'est un petit peu mystérieux, mais je vais essayer de vous expliquer tout ça. Alors tout d'abord, on a 2 câbles latéraux très importants qui tirent ce qu'on appelle des paravanes. Les paravanes, ce sont en fait des déflecteurs, ce sont des cerfs-volants à l'envers, qui vont nous servir à écarter ce qu'on appelle le spread sismique, c'est-à-dire le réseau que l'on va déployer, puisque ce réseau doit respecter un écartement entre chacune des flûtes, voyez, que l'on va tirer. Donc vous voyez, les paravanes sont là, et ensuite là on doit en avoir 10, je pense là, ou 12, qui font 8 km de long, en fait on va jusqu'à même à 10 km, qui sont elles-mêmes espacées d'une centaine de mètres entre elles. D'accord ? Donc c'est à peu près 9 km carrés tractés sous la surface de l'eau. Pour vous donner une idée, cette partie-là, c'est Paris Intramuros, qui est tracté 24 heures sur 24 entre 4,5 et 5,5 nœuds.
Autre particularité des navires sismiques, ce sont des bateaux qui ne s'arrêtent jamais. Si le bateau s'arrête, tout ce spread, qui vaut environ 60 millions de dollars, part au fond de l'eau. Donc on n'a pas le droit à l'arrêt. Vous savez, quand on discute avec des armateurs, les armateurs nous disent « Ah non, mais bon, 2-3 minutes d'arrêt, c'est normal, ça arrive. » Non, pour nous, ça n'arrive pas. Et c'est absolument essentiel d'avoir des bateaux qui sont en opération 24 heures sur 24. Quand le bateau s'arrête, ou quand on doit arrêter le bateau, on relève l'ensemble de ce spread. Hein, il y a une vingtaine de winches derrière le bateau. On relève l'ensemble du spread et on arrête le bateau une fois qu'il n'y a plus rien dans l'eau. Donc c'est important de bien comprendre ça d'un point de vue navigation. Et ce sont donc des bateaux qui sont fortement redondants. En fait, on a 3 niveaux de redondance. 2 niveaux de motorisation complètement redondantes, généralement du diesel électrique, et un niveau de secours vraiment en cas de pépin pour parer au plus pressé en attendant d'avoir des bateaux de secours. Alors ensuite, on va voir derrière ici, ici ce sont les canons à air, donc, que je vais vous présenter dans un instant, et puis ici ce sont les têtes de streamer, donc ce sont ces points-là, hein, qui sont tirés derrière. Donc vous voyez un petit peu la taille du spread, puisque c'est un spread qui va aller très loin derrière et puis qui va revenir comme ça. Voilà. Là, c'est une photo à la mer des fluides sismiques et puis de leur câble de tractage. Pardon. Vous y allez. Alors, parlons un petit peu de l'émetteur. L'émetteur, je vous ai dit, on utilise des canons à air. Ces canons à air, en fait, vous voyez, ce sont ces espèces de gros boudins, là, qui sont en fait des flotteurs. Et les canons à air, ce sont ces petits éléments qu'on voit ici. En fait, pour insonifier le milieu marin et donc envoyer une onde acoustique qui va se propager, qui va pénétrer le sous-sol et revenir, on va, dans le cadre de la prospection sismique marine, en fait, créer une énorme bulle d'eau. On crée une bulle d'eau qui, en éclatant, en sortant, en se décompressant, va créer effectivement une onde. Vous savez que l'eau est incompressible. Donc, en fait, cette onde acoustique va se propager avec, bien entendu, un peu d'atténuation, mais généralement avec suffisamment d'énergie pour pénétrer et imager jusqu'à 12 ou 13 km. Je crois qu'on a une petite animation, non, sur les canons à air. Voilà. Alors, vous voyez ici, donc ça, c'est sous l'eau. Vous allez voir, on va envoyer le... Voilà, hop. Peut-être la repasser. Ce que je vais vous montrer. Vous voyez la bulle qui va se former, voilà, et vous voyez qu'elle pulse après. Vous voyez, on a une pulsation, hein, qui en fait donne une fréquence d'émission de ces ondes acoustiques et qui donc pénètre la colonne d'eau et vient insonifier ensuite la partie du sous-sol. Alors ces canons à air sont tirés derrière le bateau. On opère ces canons avec de l'air comprimé jusqu'à 140 bars qui est mise en œuvre à travers des très larges compresseurs industriels qui sont installés sur les bateaux. Hein. Ces groupes de canons à air sont tractés derrière le bateau, qui sont suspendus au gros boudin, donc on voyait tout à l'heure. Ils sont déclenchés à distance et ils sont immergés entre 6 et 12 mètres sous la surface de la mer. Hein. Et on a entre 40 et 75 litres d'air par canon qui est relâché environ toutes les 12 secondes. Et ça, également, 24 heures sur 24. On peut passer à celle d'après. Alors, ces canons donc, envoient une onde qu'il faut venir récupérer sur les récepteurs. Alors, c'est ce que j'ai appelé les streamers ou les flûtes en français. Donc, ces flûtes sismiques, vous voyez, ce sont en fait des très longs tuyaux d'arrosage, 10 km de long, qui sont entourés sur des très gros tourets. Pour vous donner un petit ordre de grandeur, ce touret fait 5 mètres de diamètre, donc ce sont des gros tourets, hein, 10 km entourés. Ces flûtes, alors notre technologie s'appelle Sentinelle, sont en fait des câbles, hein, dans lesquels on a mis des hydrophones. Donc des hydrophones, ce sont en fait des senseurs piézoélectriques qui vont venir enregistrer l'onde réfléchie
et transmettre cette onde de pression acoustique en signal électrique. Et ce signal électrique est ensuite remonté sur le bateau à travers donc le câble électrique qui lui-même est flottant. Alors un point très important pour notre technologie, vous verrez que je vais parler d'environnement tout au long, c'est qu'on est les seuls au monde à opérer une technologie solide, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument aucun hydrocarbure dans ces flûtes. Les flûtes traditionnellement sismiques sont remplies d'hydrocarbures, donc plus légers que l'eau, et qui sont là pour équilibrer la flûte, puisque pour qu'elle puisse naviguer correctement, il faut qu'en gros, la flûte soit à peu près équilibrée dans l'eau. Donc on a mis au point une technologie totalement solide, ce qui est très important parce que ces flûtes sont de très beaux, je dirais, de très beaux appâts pour les requins qui aiment bien venir planter leurs dents dedans. Et donc vous imaginez qu'une flûte liquide avec de l'isopar par exemple dedans ou de l'hydrocarbure, ça fait de la pollution, c'est pas très sympa pour le requin lui-même, et donc nous on a complètement banni ça de notre panoplie, de notre portefeuille de produits, et cette nouvelle génération d'ailleurs a été produite avec une norme d'éco-conception dès le départ pour prendre en compte ces problèmes d'environnement. Alors je vous ai parlé des paravanes tout à l'heure. Ah oui, j'ai sauté, pardon. Excusez-moi. Oui, j'ai sauté une page. Alors, vous avez vu que les streamers doivent être positionnés dans l'eau, dans un réseau le plus homogène possible. Donc vous imaginez 10 km de long, tracté typiquement entre 10 et 50 mètres. Hein, et vous avez donc ces flûtes positionnées, 10 km de long, 100 mètres de large entre les flûtes. Et il faut que ce réseau, la géométrie de ce réseau, soit la plus parfaite possible, quelles que soient les conditions de mer. Et on opère typiquement de la sismique jusque dans des mers 4, 5, des fois plus. Hein, il nous arrive d'opérer par mer 6. Après, on ramène le spread parce que les tensions sont énormes. Mais il est très important de positionner donc ces flûtes dans la colonne d'eau à la profondeur où on veut et en gardant l'espacement entre les flûtes. Pour cela, on utilise ce qu'on appelle des birds ou des contrôles de navigation comme un avion. Donc en fait, on a des éléments qui ont été designés et brevetés par nous qui nous permettent en fait de positionner la flûte dans les 3 dimensions, dans l'eau, hein, à l'aide de ces avions. Il faut y aller. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a ces fameux déflecteurs. Alors ces déflecteurs, donc, ce sont ces immenses paravanes, ces immenses cerfs-volants à l'envers. Vous voyez la taille hein, par rapport aux hommes ici. Hein. Donc ça fait une quinzaine de mètres de haut. Et c'est mis à l'eau donc avec des moyens très importants. Donc vous voyez, les déflecteurs sont là. Et ensuite, on a ici les canons à air que je vous ai montré tout à l'heure, les têtes de flûte et les flûtes qui sont tirées avec les birds sur chacun ici pour venir positionner les flûtes les unes par rapport aux autres. Allons-y. Alors là, il y a une petite animation pour vous montrer, résumer un petit peu ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant. Je crois qu'il faut cliquer dessus. Hein. Voilà. Ça. Voilà. Donc voilà un bateau sismique avec son spread. Voilà donc le bird qui rentre dans l'eau, qui va guider la flûte. Vous imaginez ces opérations par mer 4 ou 5. Hein. Les canons dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc les ondes qui reviennent sur les flûtes, positionnées avec les birds ici. Voilà l'hydrophone avec ses parties sensibles.
Alors là, la mer se gâte et c'est là où ça devient compliqué. Pour vous donner une idée, l'an dernier, on a fait des campagnes sismiques en mer du Nord jusqu'à la mi-novembre. Et vous savez, la mi-novembre en mer du Nord, les acquisitions peuvent être très très compliquées. Donc voilà, là on contrôle à la fois la profondeur et le latéral. Et là on peut aller jusqu'à une quinzaine de kilomètres effectivement derrière le bateau. Voilà, donc ça vous donne une petite idée de ce qu'est une campagne sismique. Alors quelques ordres de grandeur également, puisque je crois que c'est important, vous êtes des hommes de la mer, pour situer un petit peu les grands chiffres. Un bateau sismique, comme ceci, comme celui-ci là, c'est entre 250 et 280 millions de dollars, pièce. Vous voyez, ce sont de très très gros investissements. On brûle environ 50 000 dollars par jour de carburant. À noter que tous nos bateaux sismiques sont équipés aujourd'hui de fuel qu'on appelle MGO, donc le plus green possible. Nous ne brûlons plus de heavy fuel sur nos bateaux. D'autres concurrents n'ont pas fait ce choix. C'est un peu plus cher, mais nous avons fait ce choix qui nous semble important. Une heure d'indisponibilité de bateau, c'est le prix d'une petite voiture. Donc vous voyez que nos enjeux, quand je vous dis qu'il ne faut pas que ça s'arrête une minute, c'est tout à fait réel. L'équipement du pont arrière, c'est environ 15 millions de dollars. La partie sismique, une flûte de 8 km, c'est 3,5. Comme on en met entre 12 et 14, vous multipliez, vous voyez, on est facilement à une cinquantaine de millions. Avec les 15 millions là, on est aux 60 millions dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis, in fine, sur ces bateaux, on a une capacité de calcul tout à fait intéressante, puisqu'il s'agit, au moment où on récupère ces informations, d'abord de faire un traitement à bord pour s'assurer de la qualité de l'information qu'on a remontée, et également pour avoir ce qu'on appelle un fast track, c'est-à-dire de pouvoir donner très rapidement à nos clients un premier aperçu, mais très très rapide, de ce que peut être l'image sismique qu'on est en train d'analyser. Alors, une fois que ces acquisitions sont faites, une fois qu'on a récupéré ces ondes, l'image brute qu'on récupère, c'est quelque chose qui ressemble à peu près à ça. C'est-à-dire, c'est très difficile d'interpréter. Vous avez vu tout à l'heure, je vous ai montré un diagramme. Ça ressemble beaucoup à du bruit que vous avez sur une télé mal réglée. Et donc, là, on arrive dans une deuxième partie de notre métier, qui est le métier du traitement de signal. Alors, ce traitement de signal, il nous permet de passer à cette image, à ce type d'image. Donc c'est un traitement sophistiqué de données, l'image devient compréhensible, et pour cela, on a besoin d'un certain nombre d'algorithmes, d'un certain nombre de programmes qu'on a développés chez CG Veritas, et qui permet de délivrer à nos clients une image compréhensible. Il faut savoir que la Terre est un filtre qui distord les ondes sonores. Elle les distord profondément, d'abord par son anisotropie, et qui donne cette espèce d'image brouillée que l'on récupère. L'analogie serait avec un appareil photo, avec un focus, un autofocus mal mis, qu'il faudra récupérer derrière par traitement de signal, ou alors encore mieux, un autofocus avec des gouttes de pluie sur l'appareil qui viennent en fait distordre par anisotropie les signaux lumineux. Alors, ce traitement sismique consiste donc à passer ces données brutes dans, je dirais, des routines de traitement de signal qui vont supprimer les effets du filtrage de la Terre et qui vont donner donc l'accès à une image de bonne capacité. Alors là, on a quelques exemples. L'enregistrement sismique qui contient à la fois du signal, l'image du sous-sol, du bruit, similaire à un enregistrement vidéo lors d'une journée venteuse, ainsi que des artifices. Et les artifices sont par exemple les multiples
qui se rajoutent au signal et au bruit. Alors, qu'est-ce qu'un multiple? C'est, vous savez, quand on travaille dans le milieu marin, les ondes sonores partent dans tous les sens. Vous avez vu que quand on envoie cette bulle dans le milieu marin, elle se propage aussi bien vers le haut que vers le bas. Et cette bulle, avant d'arriver aux zones que l'on veut modéliser, elle va être réfléchie par le dioptre OR de la surface de la mer. Ce dioptre va créer des échos qui sont en fait des échos qu'on veut éliminer. Cette onde va également être réfléchie par le fond de l'océan. Là, c'est le dioptre O-terre, qui lui aussi a une rupture d'impédance importante et donc qui va amener une réflexion de l'onde que l'on veut également éliminer. Alors c'est typiquement ce qu'on a sur cette première image, où là on a en fait ce qui pourrait être un signal sismique, qui serait d'ailleurs un très beau signal sismique, mais en fait après traitement, on est capable d'éliminer complètement cette partie-là et d'avoir une image sismique beaucoup plus réaliste. Alors, on a également, oui, il y avait une petite animation, pardon, si tu peux revenir, une petite animation sur le signal émis. Vous allez voir ce que donnent les multiples, par exemple. Je ne sais pas si on entend bien. Hein. Oui, on n'entend pas très bien. Hein. Bon, je vais vous le faire comme ça, parce que je connais bien. Quand on émet un signal, on va émettre une petite chanson. Là, c'était ta 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 ta. Ça, c'est la chanson émise, c'est le signal qu'on envoie. Quand on entend des multiples, ça fait ta 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 ta. Et donc, il faut déconvoluer, il faut sortir ce signal de manière à nettoyer l'image de cette pollution qui est en fait des réflexions qui ne sont pas des vrais qui ne viennent pas imager un vrai attribut sismique. Excusez-moi, là c'est une coupe verticale. C'est une coupe verticale, absolument. Vous allez voir tout à l'heure, je vais vous montrer de belles images. Celle-là est un peu ésotérique, mais il y en a d'autres qui sont plus lisibles. Alors derrière, une fois qu'on a fait ça, il faut ensuite construire l'image du sous-sol. Et cette dernière étape du traitement correspond à l'imagerie proprement dite, c'est-à-dire à essayer de voir le sous-sol tel qu'il est en réalité, en supprimant toutes les distorsions de l'image enregistrée. Donc l'image de gauche correspond à celle que nous avons vue sur la slide précédente, et à celle de droite, en ayant enlevé les multiples, et celle de droite, si vous voulez, nous permet de voir ce que peut être l'image finale d'une sismique, avec une composante structurale en haut, ici, et une composante de focus en bas, qui nous permet, comme dans un appareil photo, de mettre au point, et donc d'avoir une image plus interprétable. Donc, par exemple, ici, alors là aussi, c'est encore ésotérique, mais là, c'est probablement un réservoir de pétrole ou de gaz. Je vous expliquerai pourquoi après. On peut passer. Alors, une fois que, pour faire tous ces traitements, on a besoin d'une puissance de calculateur installée colossale. On a, chez CG Veritas, au niveau mondial, 12 pétaflops, c'est pas un gros mot, hein, 12 pétaflops installés à travers le monde. Cette capacité permet d'effectuer 12 milliards d'opérations à la seconde. 12 milliards d'opérations à la seconde. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est des puissances à peu près équivalentes à celles du CEA, à celles de Météo France, à celles de la NASA. Nous sommes d'ailleurs des bêta-testeurs de toutes les grandes compagnies, je dirais, de calculateurs au monde. Les IBM, Cisco, Dell travaillent avec nous très en amont pour tester leurs nouvelles technologies. On est passé à, si vous voulez, au massivement parallèle à ce qu'on appelle le GPU, Graphic Processing Unit. Et d'ailleurs, on travaille aujourd'hui avec l'industrie du jeu qui, comme nous, a besoin de traiter beaucoup d'informations très rapidement et de stocker beaucoup d'informations. On a 3 grands centres de calcul autour du monde qui sont connectés 24 heures sur 24 également. Ils sont situés autour du monde de manière à profiter, je dirais, en 3/8 des décalages horaires. Il y en a un à Singapour, il y en a un à Red Hill et à Massy, enfin Red Hill en UK et Massy en France, et un à Houston. Mais on a besoin également de stocker ces données. On a énormément de données à stocker. Et là, je vais encore vous dire un gros mot. En termes de stockage, on est capable de stocker 70 pétabytes de capacité de stockage sur disque, ce qui est l'équivalent d'une centaine de milliers de PC.
Alors, il est important d'avoir ces données sismiques parce que ces données sismiques vont être traitées plusieurs fois dans leur vie. Et donc, il faut savoir à la fois les traiter en temps réel au début, mais ensuite pouvoir les retrouver pour pouvoir les retraiter. Alors ensuite, j'ai fait une petite sélection d'images sismiques pour vous montrer un petit peu de ce qu'on a et comment on a pu améliorer en particulier les images depuis quelque temps. Vous voyez ici, là, ça c'est l'eau. Hein. Donc là, on n'a pas de réflexion, on est dans un milieu très isotrope, ça passe bien. Et puis là, on a le fond de l'océan, avec d'ailleurs une très belle rupture ici. Ça doit être West Shetland, si certains d'entre vous connaissent. Donc on a un fond de l'océan ici qui est bien marqué, et ensuite on pénètre dans les structures. Cette image, c'est la technologie qu'on avait en 2005. Je vais vous montrer maintenant ce qu'on sait faire en 2012, en 2011. On peut flipper peut-être entre les deux, une ou deux fois. Donc vous voyez le type d'amélioration qu'on a pu avoir, où à la fois on est capable d'avoir une bien meilleure définition, une meilleure compréhension et même un effet de structure sur les images. Alors vous allez me dire, bon, mais qu'est-ce qu'on voit dans ces images, hein, où est le pétrole, où est le gaz? Bien, le pétrole et le gaz, généralement, se forment dans ce qu'on appelle une zone, une roche kérogène, c'est-à-dire une roche où il y a, excusez-moi, où il y avait suffisamment de matériaux végétaux ou animaux qui ont pu se concentrer et qui, sous l'effet de la température et de la pression, se sont transformés en hydrocarbures. Il y a ça des milliers d'années. Généralement, cette roche kérogène est poreuse, c'est-à-dire que le pétrole ou le gaz migre en dehors de l'endroit où il s'est formé jusqu'à ce qu'il rencontre ce qu'on appelle des pièges naturels. Alors ces pièges peuvent être soit des anticlinaux, vous voyez, des structures de ce type-là, hein, où il y a une sorte d'accumulation qui se crée, soit autour de failles. Ici, on a une faille, vous voyez, et on peut avoir contre la faille ici un piège naturel qui se forme, soit, vous verrez tout à l'heure, sous des dômes de sel. Et ce sont ce type de structures qu'on va chercher de manière à pouvoir, derrière, dire mais il y a un réservoir potentiel. Là également, pour vous donner une petite idée des échelles, hein, 750 mètres de fond. Ici, on est à 1200 mètres. Donc ici, on doit être déjà à 6 km ici. Et vous voyez qu'on est capable d'imager de manière encore très correcte les structures à 6 km de fond. Celle d'après. Alors là, vous voyez, excusez-moi, on revient sur celle d'avant. Ici, on avait une coupe verticale. Hein, on avait une coupe verticale, une image verticale. Ensuite, l'image d'après, on va couper horizontale. Hein, et voilà ce qu'on peut avoir en coupe sismique horizontale. Alors ça, c'est assez intéressant à voir parce que sur la gauche, donc, c'est une image sismique. Hein, et sur la droite, on a mis une photo aérienne de la rivière Mackenzie au Canada. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que dans cette coupe horizontale de la mer du Nord, on voit des structures présentes juste sous le fond actuel de la mer. Ce sont des chenaux, hein, des incisions qui, certaines, peuvent faire plus de 300 mètres de fond, qui ont été créées par la retraite des glaces à la fin de la dernière période glaciaire. Ils sont recouverts de sédiments du Quaternaire. Et on voit que cette coupe horizontale de la section sismique, faite au niveau des chenaux, on voit clairement les méandres qu'on peut voir ici, hein, qui correspondent aux différents chenaux qui ont pu se former, exactement comme on a aujourd'hui une photo aérienne de cette situation. Bien, vous voyez, on est capable de reconstituer ce qu'était en fait la surface à cette époque-là, la surface de la Terre, qui est maintenant enfouie sous des kilomètres d'eau et des kilomètres de sédiments, il y a plusieurs millions d'années. Et donc, au passage, on est capable aussi de comprendre où le pétrole a pu se former, quels ont pu être les points d'accumulation, également comment le réservoir lui-même va fonctionner, c'est-à-dire comment l'huile ou le gaz va migrer à l'intérieur du réservoir. Un autre exemple. Voilà, un autre exemple qu'on a ici,
Là, ça, c'est donc une coupe sismique horizontale. Alors, la première venait de la mer du Nord. Celle-ci, elle doit venir du golfe du Mexique, je pense. Et là aussi, vous voyez, on est capable de voir, vous imaginez cette coupe horizontale à plusieurs kilomètres de profond, qui est en fait tout à fait similaire à ce qu'on peut voir aujourd'hui à la surface de la Terre. Donc, si vous voulez, c'est la preuve qu'aujourd'hui, il est possible de voir avec détail ce qui se trouve sous nos pieds ou la quille de nos bateaux à plusieurs kilomètres de profond. Alors, quelques autres images sismiques. Là aussi, celle-là est d'Australie de l'Ouest, hein, avec ici aussi. Alors là, on est très profond. Hein, donc, vous voyez là, quand on est très très profond, on commence à perdre un petit peu de la netteté. Mais on voit très bien jusqu'à 5 km facilement, avec de très belles structures ici qu'on peut mettre en évidence, avec des effets de structure, de texture, pardon, très intéressants. Allons-y. Voilà une autre image. Celle-là, c'est offshore Guyana. Donc, une image qui a fait parler d'elle, puisque c'est une image qui a servi à la découverte l'an dernier au large de la Guyane française, hein, avec une très très belle structure sismique ici. Vous voyez, on imagine les zones kérogènes qui ont pu se former, migration du pétrole stoppée par cette espèce de toit, hein, avec également quelques structures très intéressantes qu'on peut avoir ici ou là et qui nous permettent de bien comprendre l'environnement de ce gisement. Voilà, encore une autre, celle-là est en Australie de l'Ouest aussi, hein. Et celle-ci est West of Shetland aussi. C'est en fait une image un peu similaire à celle que je vous ai montrée avec la rupture, hein. Celle-ci est dans une zone... Alors ça c'est très intéressant parce qu'on est dans une zone basaltique. Donc tout ceci, là, cette partie-là, en fait c'est du basalte, hein, très difficile à pénétrer acoustiquement. Donc on est obligé d'utiliser ce qu'on appelle du wide azimut ou du long offset pour un peu regarder sous la jupe, pour aller regarder sous la table, hein, et on est capable d'imager néanmoins ce qui se passe sous le basalte, en mettant d'ailleurs en évidence deux réseaux de failles extrêmement intéressants, celui-ci et celui-ci. Voilà, là une autre image dans le golfe du Mexique, une image très mouvementée, une très belle image sismique, avec là aussi, une très belle faille, également ici, et puis des réservoirs potentiels extrêmement intéressants ici et dans ce coin-là également. Alors là, on est dans une zone horizontale, mer du Nord, où on voit là aussi ce qui a dû être à un moment donné une explosion sous-marine, avec en fait une coupe horizontale d'un volcan sous-marin, donc très très mouvementé aussi autour de lave, et puis derrière donc un réservoir potentiel d'hydrocarbures ici en blanc. Voilà, pour vous montrer également en mer du Nord qu'à travers la sismique, on est capable de mettre en évidence des pipes, hein. Ici, c'est une acquisition qu'on a faite dans une zone où il y a des plateformes de forage. Donc évidemment, on ne peut pas passer sur la plateforme de forage, donc on a un trou, hein, on a un trou d'acquisition. Hein, mais autour de cette plateforme de forage, on est capable de mettre en évidence de manière acoustique ici deux pipelines qui font 90 cm de diamètre et qui en fait ont porté leur ombre sur la propagation des ondes qu'on a récupérées. Voilà. Ici, on a une belle image en eau profonde dans le golfe du Mexique. C'est en fait une image d'une structure salifère. Donc, vous voyez ici, ce sont des dômes de sel, très très grosses dômes de sel. Vous voyez l'épaisseur du sel, hein, plusieurs kilomètres de profond, hein, l'épaisseur du sel. Et donc là, on a le fond de l'océan, puis ensuite donc, de la sédimentation. Et c'est sous ce sel qu'on va venir chercher des pièges sismiques. Alors là, on a également, ça c'est la base du sel ici, vous voyez, hein. Ici, c'est ce qu'on appelle le toit du sel, c'est-à-dire toute cette partie-là. Et là, on est à 4 km de profond, hein, déjà, hein, entre, vous voyez, de 3 km et même plus ici, on doit être pas loin de 5 km. Vous voyez, ici, donc on a le dôme du sel. Et ici, on a une coupe horizontale au niveau de ce dôme du sel,
où on peut suivre en fait la formation de ce dôme de sel, vous voyez, qui est donc dans l'espace. Hein. La prochaine. Voilà, ça c'est une autre formation de golfe de sel dans le golfe du Mexique, c'est une vision en 3 dimensions. Donc là aussi, on a le sel avec la base du dôme de sel. Ici, on voit là aussi, donc ça c'est inline, c'est-à-dire dans le sens de la flûte, du streamer. Et là, c'est crossline, c'est-à-dire à 90 degrés. Donc ensuite, on est capable de remonter une image du toit du sel, c'est-à-dire cette partie-là, hein, en 3 dimensions, et de pouvoir suivre, si vous voulez, ces espèces de patatoïdes de sel qui sortent. Et vous voyez, on a quand même des géologies très très compliquées. Et puis on peut passer ensuite en profondeur pour voir une coupe horizontale. Là, on est à peu près à ce niveau-là, où on voit effectivement un réservoir d'hydrocarbures potentiel ici, qui correspond à cette zone-là. Alors ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Je vous ai parlé donc de grands navires à la mer. Et demain, comment on va utiliser ces bateaux à la mer? Eh bien, demain, c'est aujourd'hui. On est déjà en train de travailler sur de la robotique sous-marine, de manière à automatiser au maximum cette recherche. Et je crois qu'il y a une petite animation. On va vous montrer ce petit bal des robots au fond de la mer. Alors, qui n'est pas si futuriste que ça, puisqu'on a fait des premiers essais à la Spezia cet été, de premiers robots complètement automatisés, et qui vont nous permettre donc de faire de l'acquisition demain de manière complètement autonome et avec un très grand respect de l'environnement. Donc, une petite animation, vous voyez, vous allez voir les robots se faire déployer. Donc, déploiement automatique. Ils ont une petite propulsion autonome, c'est comme des jet skis, hein, avec trois jets. Ils vont venir se positionner au fond de la mer, avec un positionnement dynamique connu. On va donc venir former un réseau au fond de mer qui est un peu équivalent à celui qu'on avait derrière le bateau. Vous voyez donc le réseau formé au fond de la mer, en connaissant exactement la position. Hein. Ensuite, on va venir insonifier, récupérer les données, les envoyer au bateau, et ensuite on réveille avec un ping acoustique, et le petit robot va lui-même revenir se faire récupérer par le bateau. Alors, il faut encore quelques années, hein, mais on y travaille dessus. Les robots sont déjà à la mer. On travaille d'ailleurs avec pas mal de labos de recherche et d'universités, mais c'était pour vous montrer un petit peu de prospective pour demain. Alors, j'arrive bientôt au bout de mon exposé. J'espère que je n'ai pas été trop long, mais je voulais vous montrer quand même quelques images sismiques. Et tout ceci, on le fait avec le plus grand respect de l'environnement. Et c'est sur ce point que je voudrais m'attarder également un petit peu, parce que la gestion des enjeux environnementaux, des enjeux sécuritaires et des enjeux de développement durable se font au plus près de nos métiers et de nos opérations. C'est-à-dire, ce n'est pas moi dans mon bureau qui décide de ce qu'on doit faire en environnement. Ce sont vraiment les équipes sur le terrain qui font leurs recommandations. Et ces recommandations, c'est un engagement sur le long terme qu'on prend, un engagement fort. Hein. On a une démarche d'amélioration continue en matière de développement durable. Elle est publiée, on fait partie de Compact et du pacte d'amélioration. On est d'ailleurs une des seules sociétés européennes, en tout cas la seule société européenne sismique à être listée au Dow Jones Index pour l'ISR. Et on en est très fiers, puisque ce listing, qui est un listing, si vous voulez, de développement durable, est très exigeant en termes de qualification. Hein. Et on se focalise énormément sur la réduction de notre impact sur l'environnement et la biodiversité, mais on se focalise également, et ça c'est une partie importante de notre action en développement durable, sur le respect de toutes les populations indigènes que l'on rencontre. Alors en terrestre, on en rencontre beaucoup, mais en marine aussi, parce que dans la plupart des endroits où on fait de la recherche sismique, il faut qu'on travaille avec les pêcheurs locaux, il faut qu'on travaille avec des gens qui vivent de l'écosystème marin, et il faut qu'on le fasse en bon entendement.
Donc souvent, c'est des gens qui travaillent pour nous pendant le temps de la mission, que l'on forme, qui reviennent nous voir. Tout à l'heure, je vous ai parlé du bateau amiral. C'est vrai que je me suis focalisé sur ce gros bateau qui fait 110 mètres de long, 30 mètres de large, c'est celui qu'on voit. Mais pour faire une opération sismique comme ça, on a une flotte complète d'environ 16 bateaux amiraux, mais on a 50 bateaux auxiliaires, des bateaux de ravitaillement, des bateaux d'intervention, parce qu'on se prend souvent des filets, des obstacles, des bouées, des objets dérivants. Donc il faut beaucoup intervenir. On a également ce qu'on appelle des chase boats, et là on utilise des locaux, c'est-à-dire des bateaux qui font la route aux bateaux sismiques, qui sont devant pour éviter qu'il y ait de l'interférence. Il ne faut pas qu'on s'arrête, il faut un petit peu la circulation devant nous, de manière à ce qu'on ait des opérations les plus faciles possibles. Et ceci aussi se fait avec des locaux. Mais ce que je voudrais dire également, c'est que ces critères environnementaux, on les intègre dès la première étape de conception. Je vous ai parlé tout à l'heure des fluides solides, mais dans tous les équipements que l'on fabrique, même dans la conception de nos bateaux, on applique des standards d'éco-conception qui sont ceux de la norme ISO 14062, hein, et c'est vrai aussi pour toutes nos actions de R&D qu'on fait. Alors, ces engagements sur le long terme, Robert, tu as dit dans ton introduction qu'il fallait travailler dans une bonne gouvernance. Nous sommes complètement d'accord avec ça. Et non seulement nous sommes d'accord, mais nous sommes des acteurs très actifs de cette gouvernance. Bien entendu qu'il faut agir dans le respect le plus strict des normes, respecter les exigences applicables, bien entendu, mais ça, je dirais, c'est business as usual. C'est pas quelque chose qui est suffisant, c'est une condition nécessaire. Nous nous engageons à promouvoir les meilleures pratiques environnementales. Par exemple, nous nous engageons à ce que dans toute la chaîne de sous-traitance de gens qui travaillent pour nous, il y ait ce même niveau d'exigence et nous le vérifions. Nous nous engageons également à respecter, à protéger les zones les plus sensibles, les espèces en danger. Nous travaillons dans des écosystèmes souvent très très sensibles. Je vous ai parlé de l'Alaska tout à l'heure, je voudrais juste vous faire un petit témoignage. En Alaska, nous sommes capables de déployer des équipes qui travaillent été et hiver. Alors, en été, on est évidemment dans un milieu aquatique, marin, mais en hiver, on est sur de la banquise et du permafrost. On est capable de déployer entre 1000 et 1500 personnes qui travaillent avec, entre le début décembre et la fin mars, par moins 40 ou moins 50 degrés, 24 heures sur 24 en 2 shifts, et sans un impact environnemental. La seule chose que nous laissons derrière nous sont nos empreintes dans la banquise, empreintes de pas. La moindre goutte d'huile qui peut tomber d'un carter, d'un équipement, fait l'objet d'un rapport qui remonte au niveau du gouverneur de l'Alaska. Donc on a un niveau d'exigence environnementale très fort. Cet été, on opère en Alaska, on a fait des acquisitions en Alaska. Nous devons d'arrêter toute acquisition dès qu'il y a une présence signalée d'un ours blanc. Dans ce cas-là, l'acquisition s'arrête, quel que soit l'impact financier. Hein, on revient dans le camp et on attend que l'ours blanc s'en aille. De même, pour la protection des mammifères marins, c'est très important, peut-être une des questions que vous avez, les mammifères marins sont sensibles aux émissions acoustiques. Ils sont sensibles aux explosions d'air, à ces bulles d'air que l'on envoie dans l'eau. Eh bien, nous avons des programmes de recherche avec les meilleures universités du monde sur ces sujets-là pour travailler avec eux sur comment éviter de perturber ces mammifères marins. On travaille d'ailleurs sur des sources sonores de nouvelle génération qui nous permettront de moduler les sources en fréquence pour éviter d'émettre dans les fréquences de réception des mammifères marins. Et sur nos bateaux, nous avons des ONG qui viennent sur nos bateaux, donc ce n'est pas nos personnels, ce sont des ONG qui viennent sur nos bateaux, qui sont ce qu'on appelle les Mammal Watch, c'est-à-dire des personnels qui sont à poste et que nous finançons sur nos bateaux, qui sont en veille 24 heures sur 24, avec des jumelles et jumelles infrarouges, pour vérifier qu'il n'y a pas de présence de mammifères marins autour de nous, que ce soit des baleines, des dauphins, etc. S'il y a présence, on arrête les opérations, hein, on prend le temps, donc le bateau continue sans émettre, on prend le temps que ces mammifères marins s'en aillent,
quelquefois c'est compliqué parce que les dauphins aiment bien jouer avec nous. Et bien, quand les dauphins jouent, on attend que les dauphins jouent. Et généralement, quand on se met à réémettre après que les mammifères marins sont partis, on commence par émettre à des fréquences très basses, enfin, pardon, des intensités très basses, de manière à leur laisser le temps de partir et de s'éloigner du spread. Donc vous voyez, on est très conscient de ça, on est très impliqué avec les organismes de recherche pour trouver des solutions à ces problèmes environnementaux qui peuvent être soulevés par nos opérations. Y aller. Alors, bon, je vous ai un petit peu dit ça aujourd'hui, donc simplement pour vous signaler les organismes avec lesquels on travaille. On essaie d'appliquer le principe de précaution environnementale au maximum. On le fait avec les niveaux de connaissances que l'on a aujourd'hui disponibles. On finance la recherche scientifique dans des domaines variés, hein, des biologistes, des acousticiens. On essaie de faire avancer la science du mieux que l'on peut dans ces domaines-là. Et d'ailleurs, j'avais d'ailleurs à l'époque écrit à Robert pour lui demander s'il avait des experts en croissance de barnacles, parce que c'est un vrai sujet pour nous. D'ailleurs, si certains d'entre vous peuvent me donner des adresses, je suis très intéressé. Parce que quand on tire ces spreads sismiques dans des eaux chaudes, on va très peu vite, hein, je veux dire 4,5 nœuds à 5,5 nœuds, eh bien les barnacles aiment bien venir se mettre sur nos streamers et ça croît très rapidement. Et là où on a généralement 10 tonnes à tirer par streamer, on peut en avoir jusqu'à 20 parce qu'il faut régulièrement aller les nettoyer et enlever ces barnacles de manière la plus sensible possible. On travaille également au niveau des mammifères marins sur un programme de surveillance acoustique passive. C'est ce qu'on appelle le PAM, le Passive Acoustic Monitoring, qu'on est en train d'expérimenter sur nos bateaux. On est les seuls aujourd'hui à le faire, c'est-à-dire un programme de détection sonar passive de mammifères marins, de manière à pouvoir également complémenter, si vous voulez, le côté visuel des Mammal Watch par une détection sous-marine précoce. On travaille également sur la vérification de nos sources marines, la calibration de ces sources marines, à la fois sur leur intensité, sur leur fréquence, et on a en particulier des expérimentations en mer de Beaufort, qui sont tout à fait prometteuses. Sur le Passive Acoustic Monitoring, peut-être un mot de plus, on a fait des premiers tests il y a 2 ans et demi, et puis on a recommencé donc en 2012 avec de très bons résultats au Brésil et dans le golfe de Santos. Et c'est la première fois où on a poussé en fait cette détection passive de mammifères marins avec du sonar. Et d'ailleurs, on a un peu surpris les autorités locales, en particulier le ministère de l'Environnement, qui ont trouvé ça très bien. Et vous voyez, on peut être très moteur. Moi, je ne serais pas surpris si d'ici, on va dire entre 2 et 5 ans, ces équipements soient en fait prescrits sur les bateaux sismiques de manière, je dirais, standard, comme équipement standard. Voilà, écoutez, j'ai conscience d'avoir été long, peut-être trop long, mais je voulais essayer de vous faire passer un peu de ma passion, un peu de la passion de nos métiers, et puis de vous montrer, comme l'a dit Robert en introduction, que le fond marin est très riche. On n'hésite pas à aller chercher des fonds d'aller chercher du pétrole ou du gaz dans des fonds très profonds, hein, puisqu'on parle de 3000 mètres. C'est une activité qui est en pleine, je dirais en plein essor, en pleine expansion. Je souhaiterais rajouter aussi, on le dit peut-être pas assez, que l'industrie sismique, quand on fait de la recherche pétrolière comme ça, bien sûr qu'on cherche des gisements. Mais on est aussi là pour aider les compagnies pétrolières à réduire leurs risques. Alors évidemment, ce n'est pas un risque qui nous appartient à nous ne faisons pas de forage, hein. Nous nous contentons de faire une cartographie. Hein. Mais quand on fait ces cartographies de fonds marins, en particulier sur les premières centaines de mètres que l'on a du fond de l'océan, on est capable d'identifier ce qu'on appelle des géohazards,
c'est-à-dire des poches de gaz potentielles qui pourraient se trouver là au moment d'un forage et qui pourraient faire exploser un forage. On peut aider les foreurs à bien comprendre les densités géologiques, le type de roches qu'ils vont rencontrer, de manière à mieux dimensionner les outils. On peut également aider les personnes qui vont installer des plateformes à voir les ancrages qui vont bien. Donc vous voyez, on a aussi une participation auprès de nos clients en ce que je pourrais appeler de la réduction de risque, je dirais un byproduct, un produit collatéral de notre image sismique de base. Je vous remercie et je suis prêt à répondre à vos questions.